Bonsoir Philippe, donc moi je suis ravie de vous accueillir. D'abord, ma première question, c'est comment allez-vous? Écoutez, ça va très très bien. Je vous remercie. Je vous remercie de m'inviter aussi à parler de mon essai. Ça va très très bien, oui, Parce parfaitement. que, Sous le parce soleil de Naples, c'est magnifique. ouais. Parce qu'en fait, il est sorti pendant le confinement, votre essai. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de retours dessus ou pas? Alors malheureusement, il est sorti 3 ou 4 jours Ouais. avant le confinement, et donc évidemment, c'est une période très 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 compliquée. Il y avait des choses de prévues qui ont été annulées, évidemment. Il y a eu quelques retours, mais ça a forcément beaucoup affecté la médiatisation de l'essai. Bon. Et comment ça se passe avec vos confrères depuis la sortie de cet essai? Justement, dans la mesure où il n'y a pas eu beaucoup de médiatisation, on peut dire d'une certaine façon que j'ai pas eu la chance de recueillir véritablement toutes leurs critiques. Mais Bon, je tiens à dire que c'est un essai qui leur est dédié, hein. oui. Vraiment, j'ai mis aux écrivains, et donc ça n'est pas du tout un essai contre eux, c'est plutôt une réflexion incitative qui est destinée oui, à provoquer un débat en fait sur la littérature contemporaine. Je trouve que ça manque un peu de débat ces dernières années. Oui. La littérature est devenue un peu le lieu du consensus, et bon, j'ai un peu la nostalgie moi de la culture du débat des années 80. Je voyais les écrivains. J'ai revu il n'y a pas très très longtemps des émissions d'apostrophes où j'étais vraiment surpris et étonné de revoir tous ces écrivains qui ne se contentaient pas de venir simplement faire la promotion de leur livre, mais qui discutaient de littérature, vraiment, et qui s'empoignaient parfois férocement. Mais dans la mesure où le débat est intellectuellement honnête et il n'est pas là on n'est pas là pour descendre des gens, critiquer juste pour critiquer. Pour moi, c'est constructif. C'est un acte d'amour pour moi de critiquer, au sens noble du terme, la critique. Hein. C'est pas, pour moi, c'est ça. J'ai été élevé et nourri au grain, si j'ose dire, des critiques qu'on appelle la critique de compréhension, des Genette ou des gens comme ça, des Barthes. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, de très important, et puis même d'indissociable de la pratique littéraire, en quelque Alors, sorte. ce soir, on va parler de littérature avec un grand L ou un petit L? Je sais pas, je vous laisse choisir de la littérature en général. En général. Donc, pour vous resituer aussi, pour que les lecteurs comprennent bien, vous n'êtes pas seulement que essayiste ni romancier, vous êtes aussi docteur en lettres modernes, ce qui explique peut-être Oui. aussi pourquoi vous êtes allé aussi loin dans cet essai. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit, je partage certaines de vos idées. Donc, vous nous parlez de ce que représente pour vous la littérature et surtout, vous nous amenez sur une réflexion sur en fait que les contemporains ont plutôt abandonné le style et la création pour le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors tout d'abord, vous avez eu raison de rappeler que les études de lettres m'ont en quelque sorte marqué, pour ne pas dire traumatisé, et continuent encore en quelque sorte d'affecter mon écriture. Je ne sais pas faire autrement que d'alterner entre deux pratiques, la pratique romanesque, la pratique littéraire, et puis la pratique plus réflexive, critique ou théorique. Pour moi, c'est deux activités qui se nourrissent et se complètent parfaitement. Donc depuis maintenant, ça fait 23 ans que je publie des livres, et donc j'alterne les romans et les essais. Donc ça, c'est important. Évidemment, les études de lettres ne sont pas étrangères à ce fonctionnement-là. Euh, c'est intéressant parce que il me semble que nous arrivons à un moment de l'histoire littéraire très, très important. Les 2 premières décennies, donc ces 20 premières années du 21e siècle, sont intéressantes. Elles sont à la fois c'est un segment de l'histoire littéraire à la fois trop bref pour retirer des grandes vérités générales, mais en même temps, c'est suffisamment long pour pouvoir commencer à, comment dire, à faire quelques observations. Alors, notamment, la première observation, effectivement, vous l'avez souligné, c'est la prédominance des fictions du réel. Voilà, ça, on ne peut que le constater. La première Ça vous décennie, agace ou pas? pardon. Ça vous agace ou pas?
Non, enfin, je me pose pas la question, ça se pose pas en ces termes. Chez moi, c'est juste un constat, en fait, un constat de chercheur, en quelque sorte. La première décennie, c'est l'autofiction. On se souvient des Dabrowski, des Camille Laurence, Christine Angot, Catherine Cusset, Philippe Forest et moi-même, d'ailleurs, qui avons beaucoup théorisé aussi. On a pratiqué l'autofiction, mais on l'a aussi théorisé. Et l'autofiction, durant les 10 premières années du XXIe siècle, a constitué vraiment un champ de recherche vraiment intellectuel très intéressant, vraiment nourrissant. Et la deuxième décennie, celle que nous vivons actuellement, eh bien, elle est dominée par l'exofiction. Alors ça, voilà. Voilà. C'est l'objet, effectivement, de... Je vois déjà votre sourire, Nathalie. Oui, parce que vous avez employé quelque chose de très fort. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin ou est-ce que c'est fait exprès? Vous avez dit l'exofiction, c'est en quelque sorte la littérature sans idéal. C'est fort, ça, quand même. Oui, parce que... alors, ce qui est intéressant dans l'exofiction, déjà, qu'elle se découpe en deux segments. C'est-à-dire que c'est à la fois composé du docu-fiction, c'est-à-dire la littérature des faits divers et des événements historiques, Ouais. et la littérature de biofiction, c'est-à-dire on fait des biographies romancées de personnalités, de célébrités, de tous les domaines particuliers. Alors Est-ce que c'est vous... intéressant. C'est Ouais, intéressant. excusez-moi. Je termine juste parce Ouais, que allez-y. ce qui est intéressant, c'est que je reçois des messages en même temps, donc je suis obligé de les effacer. De gens peut-être qui se sont inscrits, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que cette littérature-là de l'exofiction, il y a une trentaine d'années encore, est une littérature méprisée intellectuellement par les littéraires. C'est considéré comme un sous-genre, c'est la littérature populaire qui dévoie un peu la littérature. C'est intéressant comme elle est devenue la norme aujourd'hui. Et donc, effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, cette littérature, elle s'intéresse davantage au sujet. Voilà, au sujet, on choisit un événement particulier, un segment historique, je sais pas, une guerre par exemple, et on en fait un récit. On choisit une personnalité et on en fait un portrait. De sorte que les écrivains sont devenus des portraitistes en quelque sorte et également des journalistes de guerre, des reporters. Et là, on rejoint un peu tout ce que racontait, tout ce que prédisait plutôt Mallarmé en disant que la littérature deviendrait un universel reportage. Et on voit bien comment cette littérature d'exofiction vient suppléer la littérature, même pas la littérature, le journalisme à part entière, en quelque sorte. Elle prend son relais. Alors, moi, je n'ai rien contre cette littérature-là, vraiment. Alors, je la critique, mais dans le bon sens du terme. Je vous vois sourire, attention. Je n'ai rien contre cette littérature-là. Ce qui me gêne, c'est sa systématicité, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça qui est embêtant. De voir certains écrivains qui ne font que ça, qui sont comme des portraitistes, en fait, ou des reporters qui n'écrivent que des reportages, ou des jeunes romanciers commencer par ça. Parce que qu'est-ce que c'est ça, cette littérature du sujet? C'est aussi une littérature d'écrivains sans univers particulier. C'est un univers impersonnel. Parce que c'est la littérature qu'on lit dans les journaux, en fait. Et donc, qui, à mes yeux, est très intéressante. Mais si on peut la lire dans les journaux, pourquoi la lire en littérature? Finalement, elle n'est pas... Et c'est surtout, et c'est sa plus grande faute, à mon avis, sa plus grande faute de grammaire, si j'ose dire, c'est qu'elle ne se centre pas sur la poétique et sur l'écriture. C'est Alors, est-ce que vous secondaire. pensez, ouais, est-ce que vous pensez que c'est par facilité ou est-ce que parce que les romanciers à l'heure actuelle ont envie plus de marquer l'histoire par ce genre de biofiction, comme vous avez dit, ou ils réalisent qu'ils sont dans un rapport d'immédiateté qu'il faut absolument traiter le sujet immédiatement et que voilà, c'est quoi pour vous? C'est Oui, facile, mais c'est juste pour marquer vous avez absolument raison. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais pour faire des constats. Euh, En fait, elle est tout le contraire. Vous avez raison, c'est cette littérature de l'immédiateté et tout le contraire du principe même de l'écriture, qui est une infusion dans le temps, une infusion dans la durée, en fait. Écrire, c'est s'immerger dans le temps. Or là, cette littérature appréhende l'urgence, l'actualité, comme le fait un journaliste. Or, elle est de la littérature purement journalistique. Et forcément, puisqu'elle s'écrit en très très peu de temps, elle n'a pas le temps d'infuser son écriture. C'est ça qui est pour moi, je connais beaucoup
d'auteurs qui, effectivement, s'enferment pendant 3-4 mois et écrivent leurs livres. Ça me paraît impensable, moi. Ça me paraît impensable. Pour moi, l'écriture d'un livre s'écrit, je sais pas, en 1 an, 2 ans, 3 ans, et sachant qu'à côté, on a d'autres activités, des vies de famille, sentimentales, etc., avec des événements particuliers, sachant que tout ce temps ne peut pas être consacré à l'écriture. Donc, c'est quand même quelque chose de... donc, on a une littérature d'exofiction qui s'écrit de moins en moins, qui se désécrit en quelque sorte, qui surfe sur l'actualité, et effectivement, qui appréhende toutes les nouvelles, toutes les informations, mais qui est davantage une littérature d'information qui va surinformer le monde et le documenter, plutôt qu'une véritable littérature d'écriture à proprement parler. Or, à mes yeux, en fait, qu'est-ce qu'un écrivain? Qu'est-ce qu'un écrivain? C'est celui qui fait événement de l'écriture, qui n'a pas besoin de sujet véritable. Baudelaire disait que les écrivains et les poètes sont des diseurs de rien. Et Flaubert, il a cet idéal de faire du livre, d'écrire un livre à partir de rien. Ce que je voudrais faire, ce qui me semble beau, c'est un livre sur rien, seulement attaché par le style, etc. Donc on voit bien que ce grand rien, en fait, c'est celui qui va faire advenir l'écriture, qui va faire l'événement d'écriture. Et c'est ça un écrivain à mes yeux. Parce que si on peut trouver ce qu'il écrit, les mêmes propos dans des journaux, moi je préfère acheter les journaux, hein, c'est plus intéressant. Oui, enfin, C'est un finalement, peu compliqué ce que vous dites, parce que moi qui suis libraire, par exemple, j'étais confrontée en magasin quand, je vais prendre l'exemple de Boussole de Mathias Sénard, qui est remarquable, mais absolument. quand c'est trop littéraire, les gens, ça leur fait peur. Donc, voilà, quand on installe une œuvre littéraire, Je comprends. c'est très compliqué. Mais alors, je disais qu'il y a avoir débat. Non, il n'y a pas débat, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quelque part, vous écrivez aussi que la crise de la littérature, c'est une crise de culture et de structure. Est-ce Voilà, que ça ne viendrait absolument. pas aussi d'un problème avec les éditeurs alors on va aussi parler, vous en parlez aussi remarquablement bien dans votre essai, c'est la massification, là. Le fait qu'il y a beaucoup de productions, que dès qu'il y a un livre qui sort, il y en a un autre qui sort derrière. Voilà. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi d'un problème d'édition, tout ça? De toute façon, je mets Oui, les pieds dans le effectivement. plat, là. Non, mais vous avez raison. De toute façon, on est obligé de passer par ces sujets-là pour aborder la littérature. Je pense que la littérature est en train d'évincer le littéraire, en réalité. On le voit d'une certaine façon, et même si ça n'a pas tout à fait quelque chose à voir, mais malgré tout, un peu, le magazine littéraire est repris par Lire. Lire, c'est-à-dire quelque chose de globalisant, voilà, d'indéfini en quelque sorte. Et le magazine littéraire, moi j'ai fait le début de mes études avec ça. Enfin, c'était vraiment même avant les études, avant que je devienne étudiant, on était nourri par le magazine littéraire. Et donc, magazine littéraire, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Le littéraire ne fonctionne plus. On ne parle plus d'ailleurs, c'est très intéressant, de littérature littéraire. On parle de littérature complexe. Il y a eu une très très bonne chronique sur France Culture en janvier 2019, je crois, où, je ne sais pas, c'était intitulé L'inquiétant recul de la littérature complexe. Mais c'est très intéressant cette renomination. On prive la littérature littéraire de sa fonction adjectivale, littéraire, ce qui vraiment doit la caractériser. Et en même temps, en face, on ne dit pas littérature qui devrait être opposée à la littérature complexe, la littérature simpliste. On ne dit jamais. Or, on laisse ouvert pour l'autre littérature tout. Et ce qui entraîne évidemment une grande confusion entre les littératures. Le problème à mon sens, en fait, il faudrait restaurer une éthique de la publication, en fait. C'est-à-dire, alors, vous avez parlé de la massification en publiant moins. Alors, soit en publiant moins pour publier mieux, si c'est possible de le faire, ou soit en publiant toujours autant, parce que plus on publie, évidemment, plus on a de chances de trouver des excellences, et une excellence, évidemment, mathématiquement et en probabilité, c'est comme ça. Mais en accompagnant davantage les livres, parce que c'est bien beau de surproduire ou d'hyperproduire, mais si on ne peut pas accompagner les livres, à quoi bon? Il y a une sorte d'absurdité du système qui a été d'ailleurs très très justement
stigmatisé par Vanessa Springora dans un article. Et ça, c'est très intéressant. Les livres sont de moins en moins accompagnés parce qu'évidemment, il y a trop. Il y a trop. C'est devenu, moi, ça fait 23 ans que je publie des livres hein, chez Gallimard et chez Grasset. Et je vois la difficulté aujourd'hui qu'il y a d'obtenir un article dans un journal. Mais aussi pourquoi? Parce que le marché est un peu dérégulé, en fait. Par l'intervention, on n'en parle pas assez, l'intervention des agents littéraires. De plus en plus, un livre qui a un succès aujourd'hui est souvent souterrainement fabriqué par un agent. Souvent, très très souvent. Je serais vraiment curieux de voir ce qu'il y a derrière beaucoup de succès littéraires. Évidemment, tout ça prend de la place et déséquilibre un peu tout. Et moi, je serais, pour tout vous dire, pour segmenter le marché, comme on le fait, et en le calquant sur le modèle américain, en fait. C'est-à-dire de prendre la littérature littéraire, la literary fiction, qui, elle, est davantage, comme vous avez dit, Mathias Sénard, effectivement, qui est un peu compliqué, peut-être, un peu, je dirais pas compliqué, c'est exigeant, en fait. Mais il faut rééduquer le lecteur aussi à ça. On n'est plus habitué, c'est vrai. Absolument. Ça n'est pas à l'écrivain de venir vers le lecteur, c'est au lecteur d'aller chercher. On parle quand même de littérature, hein, on ne parle pas seulement de commerce. Et donc, c'est au lecteur aussi de s'élever, de s'éduquer à ça. Et justement, est-ce que vous pensez que le consentement des écrivains à la marchandisation, c'est ça le problème aussi? Le problème, je pense qu'il est cette indifférenciation globalisante, en fait, que tout se vaut. Et donc, on a tendance à plus savoir qui fait quoi, qui est qui. Tous les auteurs sont écrivains. Tout est de la littérature. Tout est de la littérature. Il y a quelque chose qui m'a fait énormément rire dans votre essai. Ah, mais c'est un livre comique, vous savez. Mais oui, voilà. Je vais vous citer. Vous avez écrit « La mention roman possède la même fonction que l'inscription des effets indésirables sur une notice de médicament. Elle fait figure de politique préventive. » C'est très drôle, ça, quand même. Ouais. Mais c'est un petit peu vrai. Vous savez que les notices, en général, sont faites pour les médecins ou les pharmaciens. Hein. Donc, est-ce que, effectivement, les bandeaux seraient faits pour les libraires? Et d'ailleurs, je voudrais savoir comment ça se passe quand Philippe Villain il va en librairie, parce qu'il doit être un peu agressé par tous ces bandeaux, tous ces petits mots de libraire, coup de cœur, à lire, absolument. Comment ça se passe? Non, parce que l'âge différencie, c'est un peu différent et c'est bien d'attirer le lecteur. Mais encore une fois, je n'ai rien contre tout ça. J'ai rien contre. Hein? Oui, je sais, j'entends bien, je sais bien, Nathalie. Je sais bien, et vous avez raison de le faire. Mais je n'ai absolument rien contre. Et c'est bien de donner son avis, etc. C'est bien d'inciter les lecteurs, de les diriger vers des ouvrages peut-être un peu plus difficiles d'accès. Mais en fait, il y aurait beaucoup de choses à refondre, en fait. Encore une fois, je disais segmenter le marché, clairement. Littérature littéraire, littérature commerciale, et comme ils font aussi aux États-Unis, la troisième catégorie, c'est l'upmarket fiction, c'est-à-dire une sorte de roman qui est à la fois de la littérature et un peu commercial, calibré pour le commerce. Et en même temps, tout serait clair, en fait. En fait, ce que je reproche à la littérature, c'est pas d'être commercial. C'est d'être… Voilà, on va tout savoir. Voilà, je fais mon coming out. On va tout savoir. En fait, c'est ça. C'est pas d'être commercial. Il faut qu'il y ait absolument des best-sellers et des livres qui servent de locomotive pour les éditeurs, pour les libraires. C'est très important. Et pour faire vivre les autres écrivains qui vendent moins. Donc, c'est important. Et si il pouvait y avoir des locomotives qui vendent encore plus, je serais le plus heureux des hommes. Le problème n'est pas là. Le problème est quand cette littérature de best-seller commercial n'est pas nommée littérature commerciale. C'est ça qui me gêne, en fait. Et lorsqu'elle postule pour des choses qui sont attribuées à la littérature littéraire. Par exemple, vous voulez que je ne vais pas citer de nom, mais peu importe, parce qu'en fait, j'ai jamais rien contre les personnes. Je m'attaque à des principes, hein, vraiment. L'essai s'attaque à des principes. J'ai rien contre ce qui pourraient être des collègues, même si on ne se connaît pas du tout. Mais ça me semble très important. Lorsque je vois un best-seller qui figure sur tous les prix littéraires, donc autrement dit, qui est légitimé
qui figure dans le dernier carré du Goncourt, qui obtient un grand prix. Oui, je trouve ça très, très injuste, inéquitable, très injuste. Si je prends juste mon propre cas, je vais dire en 23 ans, j'ai été nommé 2 fois sur 2 grands prix au premier tour, c'est tout. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc, c'est logique que, et je vous dis, là, je me fais le porte-parole de plein d'autres amis écrivains qui ne peuvent pas parler pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais on peut légitimement ressentir une certaine frustration et qui est créée par cette indifférenciation. Autrement dit, je résume, je n'ai rien contre la littérature commerciale à condition seulement qu'elle se désigne comme la littérature commerciale. Ou qu'on la désigne, parce qu'elle ne va pas se désigner. Elle a tout intérêt à se faire passer pour de la littérature littéraire. Et c'est ça le problème, à mon avis, de la littérature aujourd'hui. C'est que tout est littéraire. Or, on sait bien que, justement, puisque la littérature littéraire est nommée littérature complexe, il y a déjà une segmentation implicite. Et c'est ça qui me gêne un peu. Voilà. Est-ce que, à travers ce récit, est-ce que vous ne dénoncez pas aussi un peu le manque d'audace, la prise de risque de vos camarades, je vais dire camarades, ça sera plus sympa, et est-ce que la littérature actuelle est engagée pour vous, ou il y a ce désengagement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les écrivains sont très engagés dans leur citoyenneté. Ils sont assez politisés pour la plupart. Ils interviennent dans des pétitions, dans des combats ou des débats divers, et ça, c'est très, très bien. Même dans leurs livres, parfois. Mais concernant la pratique de leur art, de la littérature, ils n'y sont pas du tout, ou très, très peu. Qui a écrit sur ou contre la littérature marchande? Très, très peu d'écrivains. Jean Rouault, Yannick Enel avec la revue Ligne de risque, Pierre Jourde, bien sûr, Philippe Forest qui a stigmatisé la world littérature, et moi. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres pardon, à ceux que j'oublie, mais très, très peu finalement. Et c'est dommage qu'on soit si peu à ce qui prouve. Alors, il y a des écrivains qui sont désengagés par peur, parce que bon, ils ont peur que ça nuise à leur publication. Beaucoup, je pense que c'est ça. D'autres s'en foutent, ce qu'on peut comprendre aussi. Après tout, on n'est pas obligé d'être, et ça je le comprends aussi, évidemment. Mais en même temps, quand on fait quelque chose de si noble que la littérature, de si beau, c'est beau la littérature. Enfin, moi, je me serais damné à 16-18 ans pour devenir écrivain. Pour moi, c'était vraiment un idéal. On peut demander à ce que les auteurs soient un peu concernés aussi. C'est normal qu'ils soient un peu citoyens aussi de leur... on demande aux citoyens de voter. Mais on peut redemander aussi aux écrivains d'intervenir dans le débat. Et le fait est qu'il n'y a presque pas de débat sur la littérature. Alors, il commence un peu à y avoir. J'ai vu qu'il y avait les États généraux du livre oui. qui vont se créer. Ça, voilà une initiative qui a été favorisée aussi sans doute par l'épidémie, enfin par le contexte actuel un peu difficile. Et il commence à se passer des choses. Des discours commencent, des voix commencent à s'élever. J'ai entendu Vanessa Springora, Françoise Nissens aussi, qui avait demandé à publier moins. Alors, évidemment, c'était imposé par le contexte, mais malgré tout, je crois. Et puis, surtout, on oublie, il y a eu le rapport Racine. Oui, j'allais vous en parler justement. Voilà, le rapport Racine qui a quand même demandé aux éditeurs de publier moins, parce qu'on est dans un système qui est devenu absurde, encore une fois. Non pas, encore une fois, pour vendre des livres, c'est normal, mais si on ne peut pas accompagner la plupart des autres, il ne s'agit pas d'accompagner tous les livres, évidemment, ça serait impossible. Mais il faut savoir qu'un livre, la durée de vie d'un livre est très faible aujourd'hui, très très faible. Et avec l'expérience, du haut de mes 23 ans d'expérience, si je puis dire, je sais rapidement si le livre va avoir les faveurs ou pas, ou non. C'est-à-dire même, je le sais avant maintenant, je le sais 2 semaines avant, aux sollicitations qu'on reçoit, on a déjà tout compris. Le sort est réglé. Le sort est réglé en quelque sorte du livre. À moins on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, cela dit. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 lignes en quoi correspond le rapport Racine, puisque vous le maîtrisez peut-être mieux que moi?
Non, 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 je le maîtrise peu. J'ai lu les grandes lignes, mais cette recommandation est quand même essentielle. Enfin, elle doit alerter en fait. Et c'est en ce sens que mon essai en fait fonctionne comme quelque chose comme les lanceurs d'alerte aujourd'hui. Voilà. C'est non, évidemment, j'ai pas lu dans le détail. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais cette recommandation me paraît Donc, la recommandation principale, c'est importantissime, importantissime. moins d'édition, moins de, ouais, de production. C'est ça. En gros, c'est De la toute grande ligne. façon, évidemment, et vous le voyez vous-même en tant que libraire, tous les livres ne peuvent pas être exposés. C'est terrible, vous savez, c'est terrible pour un auteur qui, moi j'écris mes livres pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et de voir que son sort est déjà scellé en, allez, disons, en 3 semaines, un mois, c'est fini, à peu près. C'est terrible, c'est terrible. On sait à peu près ce qui va devenir. Alors évidemment, on aura des articles sur 3, 4 mois, mais on sait que pour qu'un livre Mais, fonctionne, ouais, il mais faut alors, que ça fasse effet de masse, en fait. je vais peut-être vous contredire parce qu'après, c'est le boulot Ah, du libraire, parce que le libraire, il a aussi à constituer un fonds. La richesse d'une librairie, c'est c'est son vrai, fonds. Donc, nous, c'est c'est vrai. à nous, libraires, de prendre des livres, de les garder le plus longtemps possible pour constituer ce fonds. Donc, effectivement, il y a des livres, on sait que s'ils sont là au bout d'un mois, 2 mois, qui ne bougent plus, on est obligé. Alors, on a des stratagèmes, on les bouge de place, on les met à côté de d'autres. C'est vrai que c'est toujours un crève-cœur pour un libraire de mettre un livre au cours parce qu'on sait qu'il va aller au pilon. Et ça c'est Évidemment, d'ailleurs, c'est des évidemment. termes terribles. Le frigo, le pilon, tout ça, c'est atroce. C'est Mais atroce. voilà, donc oui, effectivement, c'est aussi le métier de libraire de garder des livres qu'il estime. Moi, je sais que j'avais gardé longtemps vos livres, L'étreinte, Le renoncement, que j'avais adoré. Je les avais gardés parce que pour moi, c'était du fond de littérature. Et j'ai amené beaucoup de gens sur la littérature avec vos livres. Parce que justement, alors effectivement, il n'y en a pas beaucoup de la vraie littérature. Et donc ça, c'est intéressant. Et ça, pour moi, c'est le métier du libraire. Donc voilà. Oui, C'est une absolument, petite absolument. parenthèse. Mais non, mais vous avez raison. Mais en même temps, toutes les librairies n'ont pas toujours l'espace aussi pour exposer les livres. Oui, Et c'est vrai. donc, et puis, dans la mesure où il y a parfois peu d'espace, quel livre choisir, mettre en évidence? Il est évident que si j'étais libraire moi-même, je favoriserais aussi des livres pour le commerce aussi, c'est évident. Et puis en conservant aussi pour les découvertes, pour faire découvrir à un lectorat particulier. Mais je comprends tout ça, évidemment, évidemment. Euh, je pense qu'il faut revenir à une politique éditoriale plus raisonnable, peut-être, plus sage, en fait. Mais comme partout, en fait, on est dans une hyperconsommation de tout. Je voyais, par exemple, pour changer de sujet, je cherchais l'autre fois des tennis. Voilà, des tennis. Mais je suis effaré de voir toutes ces idées vraies, des fausses, etc. Il y a de tout. Enfin, et il y avait tout sauf celle que je cherchais en fait. Bah, Donc c'est toujours comme ça, hein. c'était fascinant. C'était fascinant. Et est-ce qu'on peut dire que votre essai, La Passion d'Orphée, est un peu la continuité de celui que vous avez sorti en 2016 qui s'appelait La littérature sans idéal? C'est une continuité? Vous allez Oui, installer, oui. vous allez en faire un autre bientôt ou pas? Ben oui, parce que vous savez que c'est les séries qui marchent, donc je vais essayer de faire une série des... Non, pas du tout, pas du tout, mais c'est un essai qui s'inscrit dans la continuité de mes recherches sur la littérature contemporaine et qui effectivement ont été initiées avec depuis mon doctorat en fait, depuis mes recherches doctorales. Je parle de ça au milieu des années 90 déjà. Euh, je, je, je peux me vanter d'avoir fait la première thèse en littérature sur Annie Ernaux Oui, j'ai lu ça. J'ai déjà. lu ça il y a Et pas longtemps dans un échange Instagram d'ailleurs. J'ai vu ah ça ben passer. voyez à quoi sert Instagram. Il y Voyez. avait eu un débat justement parce que je Oui, il crois y en que a vous beaucoup en ce moment. oui, surtout chez vous, hein, il y a beaucoup de débats chez vous. Euh, vous interrogiez sur le fait qu'un titre, je ne sais plus lequel d'ailleurs, j'ai oublié, était déjà sur une liste de prix. Et il y a quelqu'un vous a interpellé, je crois que c'est une éditrice qui vous a interpellé, et vous lui avez répondu justement que vous aviez fait un essai sur. Donc c'est comme ça que j'ai su que vous aviez travaillé sur Annie Ernaux. Donc oui. Oui, 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 c'est la première thèse en littérature. Et Ouais. ce qui est intéressant, enfin, c'est pas pour me vanter de ça, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'était à une époque où travailler sur un écrivain contemporain à l'université, c'était quelque chose de très mal vu. Et puis, c'est une époque aussi où l'œuvre d'Annie Ernaux est très discutée, très, très contestée encore. C'est bien avant les années, c'est bien avant tout ça. Elle est très contestée. Elle est évidemment
adulée par une partie de la critique, mais aussi elle est descendue en flèche, vraiment très stigmatisée. Donc c'est intéressant aussi de voir que cet essai aussi découle de tout ça. J'ai aussi écrit sur Vous allez l'autofiction. quelque part cette thèse ou pas? Oh, bah, j'imagine. Je l'ai pas publié. Hein. On m'avait demandé de la publier, j'ai pas voulu la publier. J'imagine que toutes les thèses sont consultables de toute façon. Oui, 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 je pense. Oui, oui. Et puis aussi des recherches aussi sur Marguerite Duras, qui a été l'écrivain, mon mentor, si je puis dire. Vous parlez aussi beaucoup de Roland Barthes dans votre essai. Qu'est-ce qui Oui. vous a apporté Roland Barthes en littérature? Pas forcément Roland Barthes. D'ailleurs, je vous parlais au tout début de cet échange de la critique, en fait. Toute cette période critique des années 60-70 qui constituait un véritable débat intellectuel. Il y avait une effervescence là qui, pour moi, était vraiment la plus passionnante de l'histoire littéraire. Et y compris dans sa production de littérature aussi, où on a une littérature qui est tout à la fois à la limite de la littérature même et de la critique. Et Barthes, c'est ça, en fait. C'est à la fois, il est à la fois pas assez critique pour être le plus théoricien et pas assez littéraire pour être tout à fait l'écrivain. Il est entre les deux. Il est un écrivain critique et un critique écrivain. Et ça, j'ai beaucoup ça chez lui. Un mélange de grande sensibilité, une attention au texte qui est très, très importante, et puis en même temps capable de dégager des grands principes à partir de cette expérience de l'écriture. Et ce qui est forcément fondamental et nourrissant. Mais tous les auteurs que j'aime, en fait, sont comme ça. Tous les auteurs que j'aime sont des écrivains qui ont un rapport distancié, en quelque sorte, avec la littérature et qui intellectualisent leur pratique de la littérature. Il lit quoi, Philippe Villain, en ce moment? Il lit quoi, Philippe, en ce moment? Alors, figurez-vous qu'en ce moment, je suis allé hier alors, j'habite à Naples, hein, je ne sais pas si vous le saviez. Si, Et alors, c'est difficile pour m'achalander en livres, toujours. Mais alors, je suis allé hier à l'Institut français pour faire une provision de livres. Et ma lecture que je n'ai pas encore commencée, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est… Ah oui, Jean-Philippe Toussaint. Jean-Philippe Toussaint, c'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Une œuvre vraiment très solide, très importante, je trouve. Et voilà, donc je n'ai pas encore découvert. C'est un livre Made in China qui date de quelques années déjà et que je suis impatient de découvrir. Mais sinon, je lis un petit peu tout. Je lis beaucoup de littérature contemporaine, de gré ou de force, si je puis dire. De gré parce que j'aime stimuler ma réflexion intellectuelle en écrivant des essais, et de force aussi d'une certaine manière parce que depuis quelque temps j'ai une activité d'éditeur à Rome où je fais traduire des romans français déjà publiés évidemment en italien. Donc je reçois beaucoup de livres et de manuscrits, et donc voilà. Parfait. Je vois que Frédéric est revenu, donc j'espère qu'elle a des questions croustillantes. Oui, croustillantes, c'est ça. Oui, non, mais j'ai une question qui fait suite à la question qui vient d'être posée. Philippe Villain peut-il nous citer des auteurs contemporains qu'il considère comme de la grande littérature? Comme de la grande littérature. Bon, on va pas commencer à faire grande ou petite littérature, mais que je considère déjà comme de la littérature. Mathias Sénard, Nicolas Mathieu, Philippe Forest, Annie Ernaux, Patrick Modiano. Bon, c'est toujours quand je cherche que je ne trouve pas, mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, je les ai, je sais pas, je pourrais pas retrouver la page tout de suite mais j'ai cité les auteurs. Oui, il y a plein d'auteurs. Kundera, oui, peut-être. Kundera, évidemment. Bon, ça me vient pas, mais Dominique Fernandez, par exemple, qui est un excellent écrivain aussi. Voilà, ça me vient pas. Il y a un passage de votre livre où vous balancez les noms, c'est vrai. Oui, il y a un passage du livre. Alors peut-être que si vous retrouvez la page, peut-être que vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas dans le livre de Philippe Villain, c'est pas grave, hein, vous n'avez pas raté votre vie. Non, c'est pas grave. Et absolument, absolument. Je ne vais pas demander si j'y suis, hein. Non, mais il y a aussi des auteurs sur lesquels
Il y a aussi des auteurs qui sont, à mon avis, assez méconnus et sur lesquels il faudrait un peu porter un éclairage. Je suis toujours en ligne, là? Ouais. Oui, oui, toujours. Oui, oui, Ouais, d'accord. Je ne sais pas, comme Fabienne Jacob, Arnaud Guillon, des gens comme ça qui sont là, mais pas assez là, en fait. Et bon, ça ne me vient pas, j'en ai plein, j'oublie, et je vous prie de pardonner à ceux dont je trouve pas le nom là tout de suite parce que je dois C'est le improviser. problème que tu soulevais tout à l'heure, c'est cette place toujours plus réduite dans les journaux qu'on vit dès qu'on sort un livre. Il y a un système, disons-le, puisque ce n'est pas secret. Énormément de chroniqueurs littéraires sont aussi des écrivains. Chroniquent les bouquins des copains qui sont aussi chroniqueurs dans un autre journal. On a dit qu'on ne ferait pas de langue de bois, donc on y va. Et donc, il y a des renvois à l'ascenseur qui font que tout d'un coup, il n'y a plus de place, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place déjà. Alors, le problème est là. celui-là, effectivement, c'est que je mesure, je ne sais pas quand tu es entré en littérature, Frédéric, moi c'était en 97, et je peux comparer la place dans les journaux des pages culturelles à celle d'aujourd'hui. Elle s'est considérablement réduite. Et ce qui fait aussi que, dans la mesure où elle s'est réduite, l'appréciation et la critique elle-même a changé de nature. Autrefois, il y avait plus de place pour une appréciation positive ou négative. Aujourd'hui, elle tient la plupart du temps du compte-rendu, voilà, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a un vrai compte-rendu. Hein. Oui, voilà, et c'est du compte-rendu. Alors, quelquefois, quelques auteurs ont la chance de bénéficier de portraits. J'ai eu cette chance aussi. Et je tiens à préciser d'ailleurs que j'ai écrit cet essai et j'ai l'air de me plaindre, mais je me fais l'avocat du diable en quelque sorte, parce que d'une certaine façon, j'ai eu beaucoup de chance. Tu as une place que d'autres n'ont pas. Oui, j'ai une place que d'autres n'ont pas. Je suis soutenu par mon éditeur, vraiment. J'ai de la chance. J'ai toujours beaucoup de presse, enfin de moins en moins, mais j'en ai quand même. J'en ai quand même beaucoup depuis 97, des fidèles, et avec une place importante. J'ai eu beaucoup de choses, donc je me fais aussi l'avocat du diable. Il faut quand même préciser qu'il y a aussi des chroniqueurs qui font extrêmement bien leur travail, qui lisent les livres, qui les défendent. Enfin, ça existe aussi. Il ne faut pas être unilatéral. Non, mais bien sûr, mais la réduction de l'espace en fait qui est attribué à la culture est très compliqué. Et voilà, est très compliqué. Donc évidemment, on va parler davantage des livres dont on parle déjà. En fait, c'est un peu exponentiel. En fait, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus on parle de vous, et plus on va en parler, et moins on en parle, et moins on va en parler. Il y a quelque chose. C'est ça. On a le sentiment, parfois les journalistes aussi critiques choisissent les livres dont on parle déjà, comme si ils allaient tirer la notoriété de l'auteur. Or, autrefois, c'était la notoriété du journal qui faisait la chose. Aujourd'hui, c'est le journal qui vient chercher la notoriété de l'auteur. Il y a presque une sorte de situation qui s'est inversée et qui, évidemment, malheureuse. Mais après, ce dont tu parlais à propos des milieux, c'est le propre de tous les milieux, de tous les milieux, etc., absolument. de tous les milieux. C'est pas seulement la littérature, évidemment. Dès qu'il y a un milieu, à l'université, ici, dans toute entreprise, il y a forcément copinage. C'est presque humain. Mais parfois, ça peut être bien aussi. Enfin, je veux dire que absolument. On a des amis auteurs et le fait de les faire passer parce qu'ils écrivent bien, ça peut être aussi, le copinage n'est pas forcément que négatif. Absolument. Mais il faut rappeler quand même que les libraires, enfin, j'ai l'air de les défendre là, mais je le fais parce que ce sont avec les libraires. Moi, je n'ai pas découvert un auteur avec les chroniques littéraires des journaux depuis 20 ans. Non. Oui, je découvre des auteurs avec le travail des libraires qui me disent « Ah, t'as lu ça, t'as lu ça ». Chaque fois que je passe dans une librairie, en rencontre ou tout simplement en cliente, eh bien, je découvre grâce aux libraires. D'ailleurs, il y en a une libraire partenaire tout à l'heure qui a dit « Oui, j'approuve une réduction de la production par les éditeurs. Trop de sorties aujourd'hui. Une entente doit se faire entre éditeurs pour aller dans ce sens. Elle ne peut se faire que de façon concertée, à mon avis. Présentation très intéressante, merci. » Voilà, elle a bien fait d'être partenaire. Petite histoire entre amis. Pascal Poisson. Pascal Poisson, voilà, exactement. Merci, alors, je suis désolée, il n'y a pas le nom. Quand je ne dis pas le nom de la personne, c'est parce que j'ai un mail seulement. Ça veut dire que c'est négatif, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui dit « Approche de la littérature pendant les années du collège ou du lycée et le choix des lecteurs ultérieurement.
goût de la découverte, point d'interrogation. Oui, alors je dois répondre. Oui, je ne sais pas vraiment si c'est une question. C'est ça. Je pense qu'il y a véritablement moins de découvertes, on l'a dit dans les journaux, etc., et même dans les émissions. Les émissions se copient elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu dommage. Et là, c'est pas l'écrivain qui va parler, mais c'est le nouvel éditeur. C'est que pour choisir un texte, par exemple, qui va être traduit en italien, je dois aussi, alors évidemment, je laisse mon plaisir et mon goût parler, évidemment, mais après, je dois aussi me confronter à la réalité du livre. C'est-à-dire à savoir, est-ce qu'il a marché, est-ce qu'il a vendu un peu, mais est-ce qu'il a aussi de la presse pour pouvoir le justifier aussi auprès de mon boss? Est-ce qu'il a de la presse, suffisamment de presse et suffisamment de visibilité, de médiatisation? Et effectivement, et c'est là où la médiatisation peut être condamnable, c'est-à-dire qu'elle-même, elle se reproduit elle-même. On voit dans les émissions toujours les mêmes auteurs, dans les journaux, c'est toujours à peu près, il y a très très peu de découvertes, très très peu de place à la découverte. Et moi, lorsque je suis confronté à un livre que j'aime et que j'ai envie de faire traduire, et puis que l'auteur en question n'a pas de presse ou pas grand-chose, ou un petit compte-rendu dans un journal, je ne sais pas quoi, eh bien, je ne peux pas le justifier. Voilà. Le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'au-delà, c'est pour ça que je trouve que les écrivains doivent parler aussi, parce qu'ils se soumettent à ce système-là, et c'est très bien, je comprends, évidemment, mais ça joue contre eux à terme aussi. Ça joue contre eux, parce que qui dit moins de presse, dit moins de visibilité. Qui dit moins de visibilité, dit moins d'avaloir, dit vous n'allez pas pouvoir renégocier, vous n'allez pas pouvoir peut-être republier. C'est une spirale vraiment infernale au bout d'un moment. Donc, je crois qu'il devient nécessaire de faire quelque chose. C'est une des choses qui est pointée aussi dans le rapport Racine. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est le rapport Racine, que c'est un rapport qui a été remis à Franck Riester, notre ministre de la Culture, par Bruno Racine, et qui explique la précarisation de notre métier, le fait qu'on n'a pas de statut, et comment on en est arrivé à être dans une situation extrêmement tragique pour pas mal d'entre nous. Voilà, si on peut rappeler qu'il y a 450 000 auteurs en France et que seulement 5% vivent de leur plume. Et quand je dis vivent de leur plume, on va dire qu'il y a 2-3% sur le dessus du panier qui font creuser la piscine et que loin derrière, il y en a pas mal qui sont dans la rivière totale, dans la rivière d'à côté. Alors, juste à côté, là, il y a Lausanne, qui est plus zen que moi sur l'avenir, puisque je suis en Ardèche tandis que je vous parle. Et c'est vrai que c'est une situation, évidemment, dont on n'a pas envie de parler, et surtout pas avec les lecteurs, puisqu'on est là pour les faire rêver. Bien donc, sûr, je vais arrêter. Sûr. Bon, parlons d'autre chose alors. Parlons d'autre chose. Il y a quelqu'un qui se posait la question. Pardon, Nathalie. Ce qu'on peut dire aux lecteurs, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aillent acheter des livres pour vous soutenir aussi, parce que ça, c'est très important. Parce qu'un livre, pour nous soutenir, non, pour nous lire surtout. Voilà. Oui, pour vous lire, mais c'est aussi un acte de soutenir un auteur. Quoi. Je veux dire, acheter un livre. Je ne le vois pas comme ça. Pardon, Nathalie, mais je ne le vois pas comme ça parce que si tu vas. Je trouve ça extrêmement déprimant de dire à des lecteurs venez acheter des livres pour nous soutenir. Non, mais pas que ça. Mais je veux dire, derrière un livre, il y a quand même un auteur. Je veux dire, s'il n'y avait pas l'auteur, il n'y aurait pas le livre. Et s'il n'y avait pas les auteurs, il n'y aurait pas les libraires. Donc voilà. Il y a une histoire. Voilà, oui, absolument. Mais il y a une histoire passionnante. Mais on imagine que s'ils viennent nous soutenir, ils nous lisent après, ensuite, j'imagine. Je l'espère, j'ose l'espérer. Écoutez, je ne sais pas, il y a des pavés de 800 pages qui sont achetés parce qu'il faut les acheter, mais on ne les lit pas toujours. On n'a pas de méchanceté. Parlons d'autre chose. Ce soir, j'ai décidé d'être très méchante. Alors, il y a quand même une question de quelqu'un qui se dit, qui dit justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand j'ai su que Lire rachetait le magazine littéraire, qui se demande si le magazine littéraire va changer de ligne éditoriale. Mais il a déjà changé. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout au fait de l'actualité, mais il a déjà changé de ligne éditoriale en devenant le nouveau magazine littéraire, puisque ça semblait un peu aller mal. Et je ne sais plus qui avait repris déjà la direction et qui est déjà reparti d'ailleurs. Et effectivement, on sent que tout ce qui concerne, évidemment, tout ce qui concerne le littéraire, non pas la littérature, mais le littéraire, tend à être
évincé progressivement, juste au moins par la désignation. C'est ça qui est intéressant. Moins de magazines littéraires, on ne parle plus de littérature littéraire, mais de littérature complexe, qui est, entre guillemets, une désignation très négative, pour ne pas dire injurieuse. Littérature complexe, c'est pas terrible. Enfin, ça donne pas envie pour un lecteur. Littérature complexe, franchement, tout de suite, ça rebute. Enfin, quel lecteur va dire je vais lire la littérature complexe? Non, c'est de la littérature littéraire ou pas, quoi. C'est soit de la littérature ou soit ça n'en est pas, quoi. C'est un peu embêtant cette désignation, je trouve. Et encore une fois, elle est d'autant plus embêtante que de l'autre côté, on ne dit pas littérature simpliste. Oui, Elle ne mais s'oppose alors, à rien, en quelque sorte. justement, nommer les choses, c'est tout de suite, quand on nomme mal les choses, on a toutes les chances de faire une erreur. Et d'ailleurs, les lecteurs ne viennent pas chercher de la littérature complexe ou simpliste. Ils viennent chercher une histoire qui va les distraire, d'où l'ambiguïté. Évidemment, évidemment. Mais parce que le marché n'est pas segmenté, donc l'ambiguïté, elle est là. On laisse un peu. En fait, je pense que le lecteur aujourd'hui ne peut pas faire tout à fait un achat responsable, puisqu'il ne sait pas tout à fait, puisque tout est littéraire et présenté comme de la littérature, il a l'impression d'acheter de la littérature. Et puisque la littérature commerciale est elle-même légitimée par les prix importants de la littérature, c'est ceux qui tiennent lieu symboliquement de littérature, évidemment, on fait passer la littérature commerciale et moins exigeante aux douanes en fait de la littérature en quelque sorte. Et en fait, c'est Est-ce la qu'on n'a seule pas chose. remplacé le mot de littérature populaire par littérature commerciale? Oui, oui, mais on ne le dit pas vraiment non plus. Regardez, pour tous les best-sellers dont on parle, on ne dit jamais littérature commerciale, on dit littérature. Voilà. On dit, or, on dit pour l'autre, on dit littérature complexe. Il y a une Alors, sorte il y de a une question désignation défavorable. Il y a une question très très intéressante justement et pour ne pas, alors c'est très important de ne pas tomber dans le mépris parce qu'il n'y a pas Non, de, évidemment. il y a rien de, voilà, Non. quand des lecteurs lisent, sont des millions à lire un livre, moi je veux surtout pas tomber là-dedans. Et justement, il y a une question très intéressante. J'aimerais savoir si la littérature littéraire ne serait pas une littérature élitiste. Qu'est-ce que Mais tu non, pourrais pas dire du à ça? tout. Mais pas du tout. Par exemple moi je prends souvent l'exemple de L'étranger d'Albert Camus. Il y a pas livre plus simple que L'étranger d'Albert Camus à lire. On peut le lire à tous les degrés en fait. On peut le lire comme une simple histoire, avec un langage très accessible, et on peut le lire de façon beaucoup plus profonde, en essayant de réfléchir sur l'absurdité, etc., de la vie humaine, etc. Bon. Donc, il y a des textes comme ça qui sont de la littérature, qui sont d'accès très simple, et en même temps qui vous incitent à une réflexion beaucoup plus profonde. Et il y a d'autres textes, en revanche, qui n'ont pas cette double entrée, en fait. Voilà. Les textes d'Annie Ernaux, par exemple, sont très simples d'accès, mais véritablement très, très simples. Et en même temps, ils sont étudiés à l'université. Voilà. C'est ça la littérature pour moi. C'est cette capacité à endosser justement des interprétations diverses et multiples, à la fois une littérature peut-être divertissante, dans laquelle on va se reconnaître, on va être en empathie, en sympathie, et puis une autre littérature qui va susciter des questionnements, voilà, des choses, des réflexions un peu plus profondes. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que je trouve que la question est très intéressante. Et moi, en magasin, j'étais confrontée à ça. Souvent, des lecteurs me disaient, mais moi, je ne peux pas aller vers cet auteur-là parce que c'est trop compliqué pour moi. Il n'est pas accessible pour moi. Ouais. Il faut arrêter avec ça. C'est comme le Il mythe faut de arrêter. l'auteur qui est inaccessible. Regardez, Philippe Villain est très accessible. Frédéric Degas C'est très accessible. Donc, je veux dire, voilà, il faut arrêter de monter les choses. Absolument. La question est très intéressante. Mais Nathalie, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, je vais prendre juste mon propre cas pour ne citer personne, mais enfin, mes livres sont d'une simplicité biblique, quoi. Vraiment, vraiment. Enfin, c'est sur l'amour, c'est une écriture. Enfin, c'est loin d'être Proust ce que j'écris, si je puis dire. Et c'est très simple. Donc, c'est pas. Je pense qu'il y a une sorte de complexe aussi du lecteur. Il y a quelque chose, une littérature qui s'interdit lui-même ou qu'on lui interdit parce qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne la désigne pas justement comme simple d'accès aussi. Tout de suite,
on le met en garde. Il y a une sorte de quelque chose qui est une barrière en fait, qui est un peu embêtante. Mais il y a plein d'auteurs comme ça qui sont estampillés, étiquetés d'emblée. Littérature littéraire, etc. Par exemple, Mathias Hénard est effectivement peut-être un petit peu, mais en même temps, encore une fois, la littérature doit servir à ça, à nous élever aussi. Elle ne doit pas forcément toujours descendre jusqu'à nous, elle ne doit pas venir nous prendre. C'est aussi à nous d'aller vers elle. Enfin, je ne sais pas, c'est aussi un effort, la lecture, il faut rappeler ça. Sinon, on peut regarder des films passivement, et c'est très bien aussi ainsi. On n'est pas obligé, à la limite, voilà, on entre dans le débat. Il faut que ce ne soit pas un effort. C'est-à-dire que je pense, au contraire de toi, c'est un effort. Il semble qu'on ne peut pas, c'est comme la musique, on ne peut pas écouter Coltrane au début où on écoute du jazz, mais on vient naturellement à quelque chose qui est plus difficile parce qu'un jour, le truc qui nous paraissait formidable et facile, on se dit, oh, bon, j'ai compris, c'est toujours pareil, ça fonctionne comme ça et comme ça, moi j'ai envie d'autre chose. Et donc tout d'un coup, on passe à un autre livre qui va être peut-être un peu plus compliqué, soi-disant, mais qui aurait été autrefois un livre qu'on n'aurait pas pu lire parce qu'on n'a pas lu tous les autres avant. Oui, oui. Mais de toute façon, la lecture est une éducation aussi. Ouais, mais il est vrai. Absolument. Une éducation. Oui, mais tout, en fait, tout. Et il faut savoir, pour apprécier un livre, en fait, il faut savoir le comparer, en fait. Il faut savoir. Il faut avoir, alors pas tout lu, ça ne sert à rien, il ne s'agit pas de tout lire, de tout consommer, mais de pouvoir se faire une idée en fait et de naviguer en fait, pas forcément dans tous les siècles, mais au moins dans son temps en fait, dans les 20 dernières années par exemple, de pouvoir dire voilà, cet auteur appartient à tel courant et voilà, je vais pouvoir et savoir aussi distinguer les littératures entre elles. C'est ça aussi l'acte de lecture. Il doit être un acte critique aussi. C'est pas seulement passif, dire voilà, je vais me distraire. Dans ce cas-là, il y a mille façons de se distraire aussi. Il ne faut pas non plus entrer dans cette idée de la littérature doit être une distraction. Il en faut, c'est bien, il ne faut pas mépriser ça. Mais sinon, la littérature doit aussi nous servir à nous comprendre, à nous élever, à nous éduquer, à aussi autre chose. Il y a aussi quelque chose comme ça, parce que sinon, il y a d'autres choses très belles aussi pour se divertir. Il y a des feuilletons, il y a la télévision, il y a jouer au foot, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup jouer au foot, jouer au tennis, faire du sport, c'est bien. Bon, voilà, je crois que je vais te laisser, là, en fait. Écoutez-moi, ça fait 14. Avant qu'on donne nos conseils poche, Nathalie, j'ai une dernière question de Christelle. Que faire, selon vous, pour que la littérature littéraire soit mise en lumière? C'est pour moi, la question? Oui. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'idée là tout de suite. Je pourrais pas vous répondre. C'est difficile. Non, je peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait trouver un mode d'emploi que je n'ai pas. Pour venir regarder. Peut-être Nathalie, avez-vous des idées? Oui, on a une idée. On a une idée. On a une émission super. Elle s'appelle Un endroit où aller. Il faut y aller, quoi. Voilà, absolument, absolument. En fait, on a décidé vraiment de recevoir beaucoup d'auteurs qui ne sont pas mis en lumière, tout en ne cessant pas de recevoir des auteurs qui sont mis en lumière. Bon, voilà. Bah alors c'est parfait. Et tous les sujets. Il en faut pour tous. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. C'était vraiment un très très bon moment. Ouais, alors, j'espère que tu seras d'accord avec mon choix poche. Ça a été compliqué, les choix poche. Hein. Un Frankenstein, ouais, c'est une vieille lecture, une ancienne lecture, ça. C'est une ancienne lecture, mais c'est une femme. J'avais envie de choisir une femme parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivaient et probablement qui écrivaient de façon très littéraire et qui ont disparu parce que c'est pas important le livre d'une femme, en fait. C'est pas important? Oui, c'est ça. C'était de l'ironie? C'était de l'ironie? Oui, c'était de l'ironie. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'époques où effectivement, probablement, les livres disparaissaient. Peut-être même qu'il y a eu des femmes qui étaient des plumes. Oui, absolument, absolument. Mais aujourd'hui, elles écrivent beaucoup quand même. Enfin, il y en a quand même. Et puis j'ai fait ma thèse sur Annie Ernaux et puis un essai sur Marguerite Duras quand même. Donc, oui, on ne peut pas dire que… Mais compte les femmes sur les listes de prix. Alors, je ne sais pas. Là, il faudra que je réécrive un autre essai. Et c'est pas parce qu'elles n'écrivent pas aujourd'hui. Hein.
Franchement, c'est pas parce qu'elles écrivent pas. Alors moi, Alors, je sais pas. j'ai cherché un poche où c'était pas le sujet qui primait, mais c'est surtout le style pour faire honneur à Philippe, donc où Ah, il y avait la création littéraire. Donc moi, je suis partie sur quelque chose de très fort. C'est William Faulkner, Le bruit et la ah fureur. oui, d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui l'ont pas. Alors c'est puissant, hein, parce que c'est l'histoire. C'est trois monologues en fait, hein. C'est d'abord un simple d'esprit qui on lui demande de parler sur son entourage et il a du mal à parler dessus. Après, il y a son frère qui va parler et à la fin, il y a l'auteur lui-même qui vient faire. D'ailleurs, c'est assez violent, une conclusion avec un monologue intérieur qui est assez surprenant et c'est superbement écrit. Donc, d'après moi, hein. Voilà, je n'ai pas Bon. la science plus non plus, mais voilà. Donc ça, c'était Et, mon. et pendant qu'on fait de la promotion, est-ce que je peux faire une petite promotion très très rapidement? Oui. Je vais sortir un nouvel essai, mais un essai sur la ville de Naples. En fait, c'est un hommage à Naples. Et c'est chez un petit éditeur en fait qu'il faudra soutenir évidemment, qui va sortir fin août. D'accord. Ça s'appelle 1000 couleurs de Naples chez Stylus Éditeur. Et voilà, donc je vous encourage tous à aller jeter un coup d'œil si vous aimez l'Italie et Naples en particulier. Ça, c'est très important en ce moment aussi de soutenir les petits éditeurs. Surtout qu'on ne va pas y aller tout de suite à Naples, là. Si, les frontières sont réouvertes, hein. Ah, ça y est? Donc là, ah D'accord. oui, 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 là, vous pouvez prendre vos billets d'avion sans problème. On va venir Bon, vous voir. bah, Philippe. écoute, On va faire un Avec débat. grand prépare plaisir. l'apéro, on arrive. Avec grand plaisir. Un spritz, c'est parti. En tout cas, moi, j'engage tous les lecteurs qui nous ont regardés ce soir à aller en librairie acheter La Passion d'Orphée, l'essai de Philippe Villain qui est sorti le 11 mars chez Grasset, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant. Tout ce qu'il raconte sur la littérature, ça nous élève, on va le dire comme ça nous élève et ça nous amène une réflexion très intéressante. Voilà, moi, je tenais à dire ça. Et dire que demain, alors on va changer complètement d'univers, je serai là à 19h avec Omar Youssef Souman pour le dernier Syrien qui est sorti chez Flammarion. Voilà, c'était mon mot de la fin. Philippe, je vous souhaite une belle soirée. À Merci bientôt. beaucoup. Et puis, Merci. peut-être relire vos livres, tiens, ça, c'est pas mal aussi. Merci. Un immense merci. Un immense merci, Merci, Nathalie et Nathalie. Frédéric, pour cette invitation. Merci beaucoup, beaucoup, Merci. beaucoup.